Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la République centrafricaine, nouveau pays d'accueil des migrants expulsés des États-Unis. Nous irons à Bangui où un premier vol en provenance de Washington a atterri avec une vingtaine de ressortissants étrangers. La RCA rejoint ainsi la liste des pays tiers ayant accepté de recevoir ces migrants expulsés. Nous irons sur place dans cette édition. À la une aussi, la crainte d'un nouveau conflit au Tigré en Éthiopie. Les tensions entre le gouvernement et le Front de libération du peuple du Tigré sont au maximal. Pour rappel, le conflit entre eux avait déjà engendré environ 600 000 morts. Et notre focus de ce dimanche soir s'intéresse à un sujet sensible qui divise profondément le continent africain, l'homosexualité et l'homophobie. Alors que près d'un pays africain sur deux criminalise encore les relations entre les personnes du même sexe, les débats se durcissent, les lois se renforcent dans certains États et de nombreux militants dénoncent une hausse des violences et des discriminations entre héritage colonial, poids des religions, instrumentalisation politique et combat pour les droits humains. Où en est réellement l'Afrique aujourd'hui? On en parle ce soir avec le président délégué de l'association L'Afrique Arc-en-Ciel, Wally Sissoko. On ouvre ce journal en allant à Bangui où un avion a atterri en provenance de Washington avec à son bord une vingtaine de ressortissants étrangers. Parmi eux figurent notamment des migrants iraniens, turcs, syriens et afghans. La RCA rejoint ainsi la liste des pays tiers ayant accepté de recevoir des migrants expulsés par les autorités américaines, aux côtés notamment du Ghana, de la Sierra Leone et de la Guinée équatoriale ou encore de la RDC. Les précisions de notre correspondant à Bangui, Jefferson Cyril Yapandé. À peine conclu au début du mois de juin, l'accord migratoire entre les États-Unis et la République centrafricaine est déjà entré dans sa phase opérationnelle. Le 12 juin, un avion affrété par le gouvernement américain en provenance d'Alexandrie, dans l'État de Virginie, a atterri dans la nuit à l'aéroport international de Bangui après une escale à Accra. À son bord, 67 passagers, dont une vingtaine ressortissants étrangers expulsés du territoire américain. Ils ont été débarqués dans la plus grande discrétion. Ils sont montés dans un bus, puis le convoi escorté par des véhicules blindés des Nations Unies est parti vers une destination inconnue. Ils seraient logés dans des résidences non loin de Bangui, mais à ce stade, personne n'a voulu confirmer. Selon les avocats des personnes déportées, le groupe comprend au moins 2 femmes iraniennes, des migrants turcs, syriens, afghans ainsi qu'un Géorgien. Plusieurs organisations de la société civile dénoncent un manque de transparence autour de cet accord et s'inquiètent de conditions d'accueil ainsi que de l'avenir réservé à ces migrants sur le territoire centrafricain. Le gouvernement centrafricain a accepté de signer un accord avec les États-Unis et il me semble que les clauses de cet accord donnent l'opportunité au gouvernement centrafricain d'accepter les migrants qui sont expulsés des États-Unis. Ce que nous condamnons, c'est le fait aujourd'hui de signer un accord dont les clauses ne sont pas connues du peuple centrafricain. Pour l'heure, les termes exacts de l'accord conclu entre Washington et Bangui demeurent confidentiels. Sollicités, ni le gouvernement centrafricain ni l'ambassade des États-Unis en République centrafricaine n'ont souhaité réagir. Direction l'Éthiopie où les tensions entre le gouvernement et le Front de libération du peuple du Tigré ravivent les craintes d'un nouveau conflit dans le pays. Vendredi, le chef des renseignements éthiopiens et le ministre des Affaires est-africaines ont accusé le groupe de préparer une attaque imminente, des accusations rejetées par le groupe dissident. Pour rappel, le conflit qui avait opposé les forces fédérales éthiopiennes à leurs alliés et leurs alliés au TPLF aurait fait, selon plusieurs estimations, environ 600 000 morts. Clémence Valère. Le quotidien des habitants de la région du Tigré est de nouveau menacé. Vendredi, les autorités éthiopiennes ont accusé le Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF, de préparer une offensive imminente avec le soutien de l'Érythrée. Des accusations formulées dans une tribune publiée sur le site Al Jazeera par le chef des renseignements et le ministre des Affaires est-africaines. Selon eux, le TPLF aurait reconstitué une force armée en violation directe de l'accord de paix. En violation flagrante de l'accord de Pretoria, les éléments résiduels du TPLF ont démantelé l'administration régionale provisoire et mis en place leur propre administration illégale. Ils ont continué à recruter, former et armer une force de combat importante avec le soutien direct du gouvernement érythréen. Mais le mouvement dément catégoriquement.
Contacté par l'AFP, son numéro 2, Emmanuel Assefa, accuse à son tour Addis Abeba de chercher un prétexte pour relancer les hostilités. Je pense que les autorités se préparent à faire la guerre au Tigré et qu'ils veulent utiliser ce prétexte pour tromper la communauté internationale. Le gouvernement fédéral déploie de nouvelles forces à la frontière, ce qui rend désormais difficile la désescalade de la situation. Sur le terrain, plusieurs sources évoquent des mouvements de troupes à la frontière, alimentant des craintes d'une escalade. Une situation d'autant plus préoccupante que la médiation de l'Union africaine est toujours en cours. Jeudi, une délégation menée par l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo s'est rendue à Mekele. Objectif, tenter d'apaiser les tensions lors d'un entretien avec le chef du TPLF, Debretsion Gebremichael. Mais malgré ces efforts diplomatiques, la méfiance reste profonde entre les deux camps. Et l'accord de Pretoria apparaît aujourd'hui plus fragile que jamais. On reparle de l'épidémie d'Ebola qui sévit à l'est de la RDC. 149 personnes sont décédées et 710 cas ont été confirmés. Et si la riposte a été longue à se mettre en place, à Rwampara, l'un des épicentres de l'épidémie, le centre de traitement est lui opérationnel et innovant. Les précisions sur place d'Aurélie Bazara-Kimongula. Nous sommes ici dans la zone de traitement d'Ebola au sein de l'hôpital de Rwampara. 18 cas confirmés au virus Ebola sont en cours de traitement. Alors nous avons pu suivre les équipes médicales qui effectuaient des consultations. Si certains patients sont stables, d'autres sont encore en détresse. Le docteur Richard, spécialiste des épidémies pour l'ONG Alima, nous a expliqué qu'avec cette souche du virus, la particularité, c'est que beaucoup de patients arrivent en détresse respiratoire. Dans ce centre, il n'y a pas assez d'appareils respiratoires. L'ONG est en train d'en acheminer davantage. Et ici, la particularité du centre, ce sont les chambres, des chambres qui sont isolées pour éviter bien sûr la propagation du virus, mais surtout, ce sont des chambres vitrées, des vitres qui permettent aux médecins de pouvoir surveiller les malades à tout moment, car pour entrer dans les chambres, les médecins doivent mettre obligatoirement des combinaisons de protection très contraignantes. Ces vitres permettent aussi de maintenir un lien entre les patients et leurs familles, un lien essentiel pour créer de la confiance, car il y a encore beaucoup de méfiance des habitants ici envers les centres de traitement. Et les équipes le disent, les chances de guérison sont meilleures si les malades arrivent à l'hôpital dès les premiers symptômes. Côte d'Ivoire face à l'Équateur et la Tunisie qui affronte la Suède à 4h du matin. En Tunisie, les espoirs sont mitigés face aux défaites de l'équipe nationale dans les matchs amicaux. Mais le football reste le sport le plus populaire dans le pays, quelles que soient les générations. Reportage de Lilia Blaise et Hamdi Tili. À Zarouni, un quartier populaire de la capitale, un investisseur privé a ouvert l'un des plus grands complexes sportifs du pays. Bien, ça aide, très bien, bravo. Le sport favori, le football, car la plupart des jeunes rêvent de devenir footballeurs professionnels, mais il faut revoir d'abord les bases, selon ce coach. Les enfants à cet âge-là ont souvent un problème de contrôle orienté. Il faut qu'on leur apprenne un mouvement fluide vers l'avant. Par exemple, là, le petit, il s'est arrêté avant de tourner, ça manque de coordination. Des basiques nécessaires et essentielles pour former des joueurs qui intégreront les clubs locaux et l'équipe nationale. En Tunisie, le problème principal est celui de la formation plus que la question de l'entraînement. Nous avons le potentiel et les qualités, mais l'encadrement est peu présent. Donc nous, on se focalise sur ça. Dans les gradins, les parents cultivent aussi cette passion. Quel est le poste de votre fils ? Mon fils est un ailier gauche et il veut devenir un champion, donc je l'encourage. Un rêve peu accessible quand il était lui-même enfant. Nous, on jouait dans le quartier avec des amis. Même si on s'entraînait toute la journée, on n'avait pas d'encadrement. Et c'était difficile d'apprendre les bases. Aujourd'hui, il compte savourer ce mondial avec son fils. C'est vrai qu'avec le décalage horaire, c'est compliqué. Mais vu qu'il a terminé l'école, je vais le laisser regarder. C'est important à la fois pour lui et pour moi. Pour ce coach, ancien joueur de l'équipe nationale dans les années 2000, le jeu des Aigles de Carthage lors de la Coupe du Monde sera utile aussi pour enseigner aux plus petits. Après les matchs, je vais interroger les enfants pour voir ce qu'ils ont retenu de la stratégie et de la tactique. Un enthousiasme partagé dans les magasins de sport du centre-ville, où le nouveau maillot se vend comme des petits. Le noir, le rouge ou le blanc. Avec l'impression des ailes, en référence aux aigles de Carthage.
Le maillot, avant même qu'il sorte, les gens le commandent, même hors mondial. Ce maillot reste très demandé. Les supporters espèrent surtout que les Aigles de Carthage vont pouvoir passer la phase des poules pour la première fois de leur histoire. Allez, on passe à notre focus de ce dimanche soir. Et pour démarrer, nous voulions d'abord dresser un état des lieux. 31 pays africains criminalisent encore les relations homosexuelles. Dans certains États, les peines vont jusqu'à la prison à vie, voire la peine de mort. Pourtant, plusieurs pays ont récemment dépénalisé l'homosexualité et les associations continuent de se mobiliser malgré les risques. Pour comprendre cette géographie contrastée des droits LGBT+, QIA en Afrique, on retrouve tout de suite notre journaliste Clémence Valère. Clémence, merci d'être là et dites-nous d'abord quels sont les pays où l'homosexualité est criminalisée sur le continent africain. Merci Fatih Mata. Alors il faut savoir que 64 pays dans le monde criminalisent l'homosexualité. L'Afrique contient près de la moitié de ce chiffre avec 31 pays et 4 d'entre eux ont des dispositions dans leur code pénal condamnant à mort les personnes reconnues coupables d'actes homosexuels. En premier lieu, nous avons la Mauritanie, mais les observateurs ont noté un moratoire sur les exécutions depuis 1987 de façon générale. Ensuite, nous avons le Nigeria qui est un cas assez particulier parce que dans le nord, qui est à majorité musulmane, 12 États appliquent la charia. Donc les hommes homosexuels sont condamnés à mort, les femmes, elles, encourent des peines de prison ou la flagellation. Mais en général, même dans les États où c'est moins réprimé, les peines de prison peuvent varier entre 10 et 14 ans. Ensuite, nous avons la Somalie qui est comme le Nigeria, c'est aussi un cas assez particulier parce que dans le sud du pays, la région du Somaliland et les zones contrôlées par le groupe Al-Shabaab, la loi charia est appliquée. Mais la peine capitale n'est pas appliquée de façon systématique. Elle existe, mais ça dépend, c'est un peu du cas par cas. Et ensuite, on a l'Ouganda, enfin, qui a fait beaucoup parler de lui en 2023, il y a 3 ans, quand le président Museveni a ratifié cette loi qui a condamné à mort toute personne reconnue coupable d'homosexualité aggravée. La loi prévoit également la réclusion à perpétuité pour les relations sexuelles entre personnes du même sexe et jusqu'à 10 ans de prison pour la promotion de l'homosexualité. Le Soudan, lui, il a enlevé la peine de mort en 2020, mais l'homosexualité reste criminalisée. Pour les autres pays, si vous regardez la carte, les peines varient dépendant des pays. Allant des amendes à la prison à perpétuité. Ce que l'on peut voir ces récentes années, c'est surtout la tendance est au durcissement des lois condamnant la communauté LGBT. On l'a vu cette année avec le Sénégal en mars. En mai, le Parlement ghanéen a voté une loi contre l'homosexualité qui est en attente de ratification par le président. Et ce week-end, le 11 juin, le Niger a adopté une loi criminalisant l'homosexualité où les personnes encourent jusqu'à 20 ans de prison. Et alors, à contrario, quels sont les pays qui protègent les droits des homosexuels et des minorités sexuelles en général ? Alors, au total, nous avons à peu près 11 pays africains qui ont des lois qui interdisent les discriminations basées sur les orientations sexuelles, dont l'Afrique du Sud, qui, par ailleurs, a été le premier pays à légaliser le mariage pour tous en 2006. D'ailleurs, c'est le seul qui le reconnaît. La Namibie a décriminalisé l'homosexualité en 2024 et ne reconnaît que les mariages homosexuels contractés à l'étranger. D'autres ont choisi de ne pas criminaliser les relations du même sexe. 4 d'entre eux sont en Afrique de l'Ouest, dont le Bénin par exemple. Mais juste parce que l'homosexualité n'est pas pénalisée par la loi ne veut pas dire que c'est forcément accepté par la société. Merci Clémence. Derrière ces chiffres et ces lois, il y a aussi des parcours de vie souvent marqués par le rejet, l'exil ou la peur. Et notre invité de ce soir connaît ces réalités de l'intérieur. Wally Sissoko est président délégué de l'association Afrique Arc-en-Ciel basée à Paris. Il est né d'un père malien, d'une mère sénégalaise. Il a fait son coming out à l'adolescence avant d'être rejeté par une partie de sa famille. Aujourd'hui, il accompagne les personnes LGBT originaires d'Afrique et des Caraïbes, dont certaines cherchent des refuges, soutien après avoir été victime de discrimination. Bonsoir Wally Sissoko et merci d'être avec nous dans le Journal de l'Afrique. Merci beaucoup. Votre propre histoire commence par un rejet familial. Après votre coming out, le disait. Est-ce que ce que vous avez vécu il y a une quinzaine d'années reste aujourd'hui encore une réalité pour beaucoup de jeunes Africains sur le continent africain ? Beaucoup. Et dans la diaspora. C'est compliqué. Ouais. Moi encore, comme j'ai dit, j'ai de la chance pour ma découverte, oui. Pour mon coming out, comme on dit.
Je suis en France. J'ai vraiment eu de la chance. C'est mes parents qui m'ont fait venir en France. Et ça s'est passé en fait très mal. Mais bon, en France, on est quand même protégé. Je me dis en fait, si j'étais en Afrique, comment ça allait se passer? C'est ça en fait. C'est pour ça aujourd'hui, je me dis en fait, je suis un peu chanceux, même si ma famille n'acceptait pas. Voilà. Jusqu'à présent, votre famille? Non, du tout. Ma famille n'acceptait pas du tout, malheureusement. D'accord. Malgré qu'ils sont au courant, on propose même le mariage toujours. Ah oui. Ça des messages, voilà, mariage, mais ils veulent pas accepter. Oui, ils veulent pas accepter le fait que vous soyez homosexuel. Oui, ils veulent pas accepter. Mais après, je dirais que c'est par rapport à la famille qui est en Afrique plutôt qui joue. C'est le regard, le regard de l'extérieur. De l'extérieur. Vous recevez d'ailleurs, de ce regard de l'extérieur, vous recevez des appels d'aide de personnes venant d'Afrique. Notamment, on a vu évidemment avec le durcissement de la loi, notamment au Sénégal. Oui. De quoi parlent-elles le plus souvent, ces gens-là? Est-ce qu'ils parlent de violence, de menaces, de difficultés administratives ou simplement d'isolement? De quoi est-ce qu'elle vous parle? Déjà, quand tu reçois des messages, par exemple sur Instagram, sur nos réseaux, Facebook, Instagram, par mail, même on appelle quelqu'un qui est en Afrique, au Sénégal, qui te dit oui, aide-moi s'il te plaît à quitter le pays. C'est pas facile, comme je leur dis. En fait, la première chose qu'on leur dit, en fait, exactement, c'est si tu as un ami, par exemple, qui reçoit, qui peut t'héberger tranquillement, loin de la famille, comme ça tu restes caché là-bas, ou si tu as vraiment les moyens. Voilà, tu vas dans un petit pays à côté, mais après, c'est pas facile. La majorité des homosexuels qui sont, par exemple, au Sénégal, ils vont tous se cacher au Maroc, on le sait tous. Voilà, et c'est pas facile. Et au Maroc aussi, ils n'ont pas trop la liberté. Du coup, après, si tu as vraiment les moyens et que tu as une grosse tête, on va dire, ou tu es artiste, des trucs comme ça, tu peux obtenir un visa pour rentrer en France. Mais si tu n'as pas tout ça, tu vas faire quoi? Tu n'as pas le choix. Tu vas passer par la mer. Malheureusement, il y en a beaucoup qui meurent dedans. L'un des arguments les plus répandus qu'on entend souvent, c'est que l'homosexualité, c'est pas africain, c'est une importation coloniale, occidentale. Ce sont les colons qui l'ont ramené en Afrique. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'est-ce que vous avez envie de répondre? C'est du grand n'importe quoi. C'est comme si on disait, oui, c'est les Blancs qui ont contaminé le Noir par rapport au... Par exemple, juste un exemple, hein, par rapport au Covid. On va dire, oui, le Covid, parce que les Noirs, ils l'ont, parce que les Blancs... Non, c'est n'importe quoi. L'homosexualité existe en Afrique depuis des années. Voilà, c'est juste, voilà, ils étaient cachés encore. Et comme j'ai dit, l'homosexualité, bon, on les voyait beaucoup. Mais c'était souvent des artistes, par exemple des chanteurs, des danseurs, des maquilleurs, des tailleurs, des stylistes. Là, ça dérangeait pas. Ça dérangeait pas. Mais quand tu es, par exemple, juste un simple serveur, un simple éboueur, des trucs comme ça, en fait, tu n'as pas un bon boulot qui peut te permettre d'être à l'aise. Du coup, on te jette le caillou, quoi. On te jette le caillou. Vous dites qu'il y a beaucoup d'amalgame entre homosexualité, pédocriminalité ou encore VIH, le sida. Comment ces préjugés compliquent-ils concrètement la vie des LGBT sur le continent? Déjà, on va commencer par le VIH. Quand moi j'étais petit, j'entendais oui, le VIH, le sida, c'est les homosexuels. Malheureusement, c'est faux. C'est faux. Les hétéros aussi sont touchés par ça. Les hétéros, quand ils sont touchés par le VIH, ça ne veut pas dire que ça les couche avec un homme. Ou avec une femme. Voilà, c'est pas bon. C'est juste l'Afrique qui est coincée de la tête, qui se dit ça. Après, tout ce qui est pédocriminalité, c'est ça que vous m'avez dit? Oui, pédocriminalité, parce qu'on a parlé justement en préparant l'émission du fait que ce qui avait mis le feu aux poudres, en tout cas, qui a précipité la loi au Sénégal, c'était ce fait divers extrêmement grave de pédocriminalité. Et vous pensez que justement, le fait est qu'on fait beaucoup l'amalgame entre ces deux-là. Ça a accéléré. Voilà. Et qu'un pédophile n'est pas un homosexuel. Enfin, c'est deux sujets qu'on... Ça n'a rien à voir. Ils savent très bien, mais ils font juste semblant. Comme j'ai dit, ils auraient pu mettre cette loi-là depuis longtemps. Mais ils n'avaient pas, en fait, assez d'éléments pour le faire. Ils ont profité... Par rapport à ce qui s'est passé, ça a touché les enfants, malheureusement. Moi-même, je ne suis pas d'accord. On ne touche pas les enfants, désolé. Mais quand ça a touché les enfants, ils ont profité de ça. Et malheureusement, le peuple s'est levé aussi pour dire, oui, c'est les homosexuels qui sont comme ça. Du coup, ils ont voté la loi, malheureusement, pour nous, les homosexuels. Et alors, quel rôle on peut jouer, justement, les homosexuels qui sont en France, comme vous, en Occident, pour aider ceux qui sont dans des situations terribles sur le continent africain? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Sincèrement, j'ai pas... En fait, c'est seulement le conseil. Parce que sincèrement, si on avait vraiment le moyen, moi, si j'avais le moyen, sincèrement, pour avoir le visa facilement pour un homosexuel, un de mes frères homosexuels, ou pour le faire quitter le pays, ça aurait été facile. Mais aujourd'hui, on peut dire quoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut juste leur conseiller d'aller se cacher dans un pays à côté. Ou aller chez un ami. Voilà, mais comme j'ai dit aussi, aujourd'hui, sortir du Sénégal en tant qu'homosexuel, surtout efféminé, c'est compliqué. Tout est surveillé. Tout est surveillé.
Du coup, c'est pas facile du tout, malheureusement, pour eux. Ouais. Du coup, c'est la panique, et voilà. Absolument, mais de toute façon, on suivra ce dossier-là. Merci beaucoup, Wally Sissoko, d'être venu dans le JTA pour témoigner, pour nous lancer ce cri, justement pour toutes ces personnes auxquelles on pense sur le continent africain qui sont dans des situations terribles. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir, forcément, de Bangui à Bunia en passant par Bamako, restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.